Après vous avoir parlé des sous-marins porte-avions japonais de la classe I-400, voici un autre sous-marin impressionnant. Le légendaire Surcouf, le croiseur sous-marin français qui fut, en son temps, le plus puissant submersible au monde. Et justement, en parlant de guerre navale, cette vidéo est sponsorisée par World of Warship. Sur World of Warship, vous pouvez commander des navires emblématiques de l'histoire navale et participer à des affrontements intenses. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description pour obtenir des récompenses exclusives au démarrage. Si la première utilisation militaire avérée d'un submersible remonte à la guerre de Sécession, c'est bien la Première Guerre mondiale qui démontre toute son efficacité. Les petits U-boats allemands et austro-hongrois vont en effet mener la vie dure aux orgueilleux cuirassés alliés. Mais plus encore que le combat contre les navires de guerre, c'est leur capacité à perturber, voire à paralyser le commerce maritime qui marque les esprits. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie n'ont pas les moyens de dominer les flottes britanniques et françaises. En revanche, ces deux puissances dépendent énormément du commerce maritime et des ressources venues de leurs colonies. C'est encore plus vrai pour le Royaume-Uni, une île qui, en théorie, peut être asphyxiée si l'on parvient à couper ses voies maritimes. C'est dans ce contexte qu'apparaît un nouveau concept, le croiseur sous-marin. L'idée est de concevoir des submersibles de très grande taille, capables d'opérer très loin de leur base, non pas pour attaquer les navires militaires, mais les navires de commerce dans les mers lointaines, là où ils sont isolés et peu protégés. Ce qui les distingue, en plus de leur taille, c'est leur armement. De puissants canons de gros calibre, alors plus économiques et pratiques que les torpilles, d'où l'appellation de croiseurs sous-marins. Les premiers en service sont les U-151 allemands, dont le premier est lancé en avril 1917. Ce sont les plus grands submersibles de la Première Guerre mondiale. En 1916, les Britanniques lancent la construction de la classe M, équipée d'un impressionnant 305 mm. La France, elle aussi, étudie un projet de croiseur sous-marin en 1916, mais elle l'abandonne rapidement. Elle a alors bien d'autres priorités et n'a pas les moyens de se lancer dans un tel programme. Mais après la guerre, la marine française récupère plusieurs sous-marins allemands, notamment les U-151 et U-139. Avec ses 2500 tonnes en plongée, ses deux canons de 150 mm et son autonomie de 12 630 nautiques, le U-139 impressionne fortement Français, Britanniques et Américains, qui se partagent les 3 exemplaires de la classe. En s'appuyant sur l'U-139, les ingénieurs français lancent dès 1920 plusieurs études de croiseurs sous-marins, dont certains prévoient des canons de 305 mm. Mais finalement, aucun n'aboutira, la marine française étant venue à la conclusion qu'il lui fallait quelque chose de bien différent. Si le futur submersible doit conserver un très grand rayon d'action, afin d'attaquer les navires de transport isolés dans les mers lointaines, il doit également pouvoir opérer avec les forces de surface, et bombarder les infrastructures côtières ennemies, comme les ports, raffineries, entrepôts ou toute autre cible stratégique située dans des territoires éloignés et peu défendus. En plus des dégâts matériels, une telle menace invisible, capable de surgir de n'importe où et n'importe quand, ne manquerait pas de perturber l'adversaire. Enfin, il doit pouvoir maintenir les communications entre la France et ses colonies. C'est ainsi qu'est officiellement lancé en 1922 le projet Q5, destiné à donner naissance à un submersible de 4000 tonnes. L'Allemagne étant sous le coup du traité de Versailles qui l'empêche d'avoir une véritable marine et qui a été dépossédée de toutes ses colonies, ce n'est pas la cible prévue pour ce submersible. Non, la cible désignée est un autre éternel rival de la France, le Royaume-Uni. En effet, même s'ils avaient été alliés durant la Première Guerre mondiale, les tensions entre les deux empires coloniaux n'avaient pas totalement disparu pour autant. Avec l'Allemagne neutralisée, le Royaume-Uni apparaît à ce moment-là comme l'ennemi hypothétique le plus probable. Face à la supériorité britannique en matière de navires de surface, la France voit dans l'arme sous-marine un moyen d'obtenir un certain équilibre, et cela pour un coût raisonnable. D'ailleurs, les actions des U-boats pendant la guerre ont tellement inquiété les Britanniques qu'ils tentèrent de faire interdire les sous-marins lors du traité naval de Washington en 1922. Sans succès. Mais si la France avait lancé le projet Q5 cette même année 1922 et qu'un projet de loi de 1923 prévoyait la construction de 4 croiseurs sous-marins entre 1925 et 1930, les contraintes budgétaires firent qu'il ne sera finalement validé et budgétisé qu'en 1926.
Ainsi, c'est finalement en 1929 qu'est mis à l'eau l'un des submersibles les plus ambitieux et impressionnants de l'histoire, le Surcouf. Le Surcouf est un véritable titan des mers pour son époque. 110 mètres de long, 9 mètres de large pour un déplacement d'environ 3304 tonnes en surface et 4400 tonnes en plongée. C'est alors le plus lourd submersible au monde. Il ne sera dépassé qu'avec l'arrivée des sous-marins japonais de classe I-400 en 1944. En revanche, il n'est pas le plus long. L'Argonaut SM-1 américain, lancé en 1927, mesurait 6 mètres de plus. Ce poids lui vient de sa particularité la plus visible, son impressionnante tourelle armée de 2 canons de 203 mm. C'est le deuxième plus gros calibre jamais monté sur un sous-marin, derrière les 305 mm de la classe M britannique. C'était, à l'époque du Surcouf, le maximum autorisé par le traité de Washington. Ces canons de 203 mm modèle 1924, longs de 10,50 m et pesant chacun plus de 20 tonnes, sont les mêmes que l'artillerie principale des croiseurs français des classes Suffren et Duquesne. Le Surcouf n'a donc clairement pas volé son appellation de croiseur sous-marin. Il pouvait tirer des obus perforants incendiaires ou explosifs en acier de différents modèles selon les époques. Leur poids allait de 119 à 134 kg avec une cadence de tir maximale théorique de 5 coups par minute, bien qu'en pratique on soit plus proche des 2 à 3 coups par minute, et une vitesse initiale de 820 à 895 mètres par seconde selon la munition. Le Surcouf emportait entre 300 et 600 obus selon les sources. La portée théorique maximale, à l'élévation maximale de 30 degrés, atteignait 27 000 mètres. Mais dans la pratique, il souffrait de la position naturellement très basse d'un sous-marin. Sur un navire de surface, la télémétrie est placée aussi haut que possible. Sur le Surcouf, la conduite de tir se fait depuis une coupole exiguë située au-dessus du local de calcul, à l'arrière de la tourelle. Cette position très basse limite fortement l'efficacité du tir, ramenant la portée pratique à 10 ou 12 mm. L'utilisation du périscope de secours, situé plus haut sur le kiosque, permet des tirs jusqu'à 16 000 mètres, mais la précision devient alors très aléatoire. D'ailleurs, pour tenter de remédier au problème, le Surcouf embarqua durant un temps un improbable mât télescopique permettant de placer un observateur à 15 mètres de hauteur. Totalement inutilisable en pratique, il fut abandonné en 1934. La tourelle est également impressionnante. D'un diamètre maximal de 5,13 m et d'un poids de 200 tonnes, elle est plus spacieuse que celle des croiseurs armés des mêmes canons. Étanche, sa forme cylindrique est conçue pour mieux résister à la pression. En temps normal, elle repose sur un joint qu'elle compresse par son poids, assurant ainsi l'étanchéité. Au combat, elle est relevée de 2 cm pour pouvoir être orientée. Elle couvre ainsi un champ horizontal de 270 degrés, soit 135 degrés sur chaque bord. Mais les deux canons ne peuvent pas être pointés à des angles d'élévation différents. Il n'existe pas non plus de stabilisation automatique, les mouvements du submersible doivent donc être compensés manuellement. Autant dire que, par mer agitée, ce n'est pas gagné. Pour fonctionner, cette artillerie nécessite 10 servants de canon et 10 pourvoyeurs répartis sur 2 ponts. L'un pour les gargousses, l'autre pour les obus. Les munitions sont envoyées vers la tourelle par le monte-charge. Il était possible de stocker 14 coups dans la tourelle, mais ils devaient tous être tirés avant réapprovisionnement. En théorie, le Surcouf peut ouvrir le feu 3 minutes après son retour en surface. Ce délai relativement court est permis par le fait que les servants peuvent accéder à la tourelle avant même qu'ils n'émergent. Un système de vis sans fin permet également d'ouvrir les trappes des bouches de feu depuis l'intérieur. Bien sûr, ça c'est quand tout se passe bien. Dans la pratique, on est plus proche des 4 minutes, voire plus si la tourelle doit être orientée. À l'origine, il était possible de télécommander l'orientation des canons grâce à un système reliant la direction de tir au mécanisme de pointage. Mais très peu fiable, il est abandonné en 1933. En même temps, un télémètre stéréoscopique de 4 mètres remplace le modèle initial. En plongée, ce télémètre est orienté dans l'axe du submersible afin de réduire son influence hydrodynamique. Aussi impressionnante et sophistiquée que soit cette tourelle, elle représente de lourds défauts.
Ces quelques 200 tonnes placent le centre de gravité du Surcouf très haut, ce qui nuit à sa tenue à la mer et limite l'orientation possible de la tourelle selon l'état de la mer. En plus de ces impressionnants canons, le Surcouf dispose pour sa défense anti-aérienne de 2 canons semi-automatiques de 37 mm modèle 1925. D'une cadence pratique de 15 à 21 coups par minute et d'une portée efficace d'environ 5400 mètres, cette arme est largement répandue dans la marine française, mais est totalement dépassée face aux canons automatiques de la Seconde Guerre mondiale. En comparaison, le Bofors de 40 mm a une cadence de tir pratique d'environ 80 coups par minute. On trouve également 4 mitrailleuses automatiques de 8 mm, la légendaire Hotchkiss modèle 1914 de la Première Guerre mondiale. Elles peuvent être installées au besoin sur la passerelle comme arme anti-aérienne d'appoint, ou armer la vedette à moteur de 4,50 m stockée sous le pont arrière. Cette embarcation est destinée à l'arraisonnement et au transfert des équipages des navires interceptés. Dans ce but, le Surcouf dispose d'un compartiment spécial pouvant accueillir 40 prisonniers. Enfin, qui dit sous-marin dit évidemment lance-torpille. Sur le Surcouf, on n'en compte pas moins de 10. Il y en a 4 de 550 mm situés classiquement en interne à l'avant. Mais bien plus surprenant, il possède également 2 affûts triples externes positionnés sous la plage arrière. Chaque affût comprend un tube central de 550 mm et 2 de 400 mm. Et ils sont orientables. Celui à l'avant peut pivoter de 120 degrés de chaque bord et celui à l'arrière de 150 degrés, ce qui permet au Surcouf de tirer ses torpilles sans avoir à s'orienter face à la cible. Une caractéristique que l'on retrouve quasiment uniquement sur les submersibles français de l'époque. Au total, le Surcouf embarque 6 torpilles de 550 mm, plus 8 en réserve, ainsi que 4 torpilles de 400 mm, plus 4 en réserve. Les torpilles de 550 sont destinées aux navires de guerre et les 400 aux navires de commerce. Autre grande particularité du Surcouf, son avion embarqué. Au vu de l'époque de sa construction, le Surcouf n'a bien sûr pas de radar. Rappelons que le premier radar naval n'équipa un navire de guerre qu'en 1938, et que le premier navire français à en recevoir fut le cuirassé Richelieu en 1941. Et la position très basse du submersible limite forcément sa visibilité. L'hydravion de reconnaissance doit donc, en théorie, permettre de repérer des cibles ou des menaces à longue distance et l'aider à la conduite des tirs. La reconnaissance aérienne est un avantage évident pour un navire de guerre, et encore plus pour un sous-marin. C'est pourquoi, à cette époque, toutes les grandes marines menèrent des essais dans ce domaine. Les Allemands avaient été les premiers à mener des essais avec le U-12 en 1915 et le premier porte-avions sous-marin opérationnel est attribué aux Britanniques avec le M2 converti en 1925. Mais si l'idée est séduisante sur le papier, dans la pratique c'est une autre histoire. Il faut un hangar étanche, ce qui alourdit le navire, prend de la place et complique la conception. Il faut aussi rester immobile en surface pendant le lancement et la récupération de l'avion, ce qui rend le sous-marin extrêmement vulnérable. Sans oublier la difficulté de concevoir l'hydravion lui-même. Si bien que finalement, dans les années 30, seules 2 marines disposent de submersibles porte-avions, le Japon et la France. La conception de l'hydravion fut en effet presque aussi compliquée que celle du Surcouf. La marine recherche un hydravion capable de rentrer dans un hangar cylindrique de 9 mètres de long pour 1,92 m de diamètre et devant être assemblé en moins de 5 minutes. Elle retient d'abord le Besson MB-35 en 1923, mais les essais de 1926 montrent que ces flotteurs sont fragiles et que sa tenue en mer est mauvaise. Les vols sont arrêtés en mai 1929. En août 1932, la marine commande alors un nouveau prototype dérivé du MB-35. Le MB-41. Plus grand, plus lourd et avec un système de flotteur entièrement revu. Mais assez étrangement, son moteur est à peine plus puissant, passant de 120 à 130 chevaux. Il vole pour la première fois fin 1932 et est livré en janvier 1933, mais s'écrase au décollage dès juillet, blessant grièvement le pilote et tuant son passager. Il faut donc repartir sur un nouveau prototype, qui doit, on l'espère, enfin corriger les problèmes de tenue à la mer et de qualité de vol.
Le Besson MB411 possède une envergure de 12 mètres, 2 mètres sans les ailes, d'une longueur de 8,20 mètres et une hauteur de 2,85 mètres pour un poids à vide de 760 kg et maximal de 1140 kg. Son moteur Salmson 9ND de 175 chevaux lui donne une vitesse de croisière de 130 km/h, une vitesse maximale de 160 km/h, une altitude maximale de 5000 mètres et un rayon d'action de 400 km. Cette fois, la construction est mixte bois-métal avec un revêtement entoilé et les ballonnets sont modifiés. Le pilote à l'avant est également chargé de l'observation tandis qu'un opérateur radio prend place à l'arrière. Il effectue son premier vol en juin 1935 et est embarqué sur le Surcouf en novembre alors que celui-ci est déjà en service actif depuis mai 1934. L'appareil est stocké et démonté, replié sur un chariot devant celui supportant la grue. Une fois sorti sur le pont, il doit être assemblé et ravitaillé sur l'étroite plage arrière. Les ailes sont dépliées et fixées au fuselage, puis l'ensemble est soulevé par la grue pour installer le flotteur central et les ballonnets. Comme le Surcouf ne possède pas de catapulte, l'hydravion est mis à l'eau à l'aide de la grue. Au retour, l'opération inverse a lieu. On le hisse à bord, on le démonte, on vide son réservoir, puis on le rentre dans le hangar. Lors des essais sur maquette, le montage prend bien 5 minutes comme demandé par la marine. Mais en conditions réelles, on est plutôt entre 20 et 30 minutes, aussi bien pour le montage que le démontage. À titre de comparaison, les sous-marins porte-avions japonais I-400, avec un équipage bien entraîné, pouvaient lancer leurs 3 hydravions d'attaque en seulement 15 minutes. Ainsi, non seulement ça oblige le Surcouf à rester longtemps immobile en surface, ce qui n'est pas vraiment une situation d'avenir pour un bâtiment aussi imposant s'il est repéré par l'ennemi, mais en plus, les qualités maritimes du MB411 étant ce qu'elles sont, il fallait obligatoirement une mer parfaitement calme. C'est tellement contraignant, dangereux et aléatoire que malgré diverses améliorations, il faut bien se rendre à l'évidence, il est inutilisable en conditions de guerre. Même en temps de paix, le Besson n'aurait été déployé qu'une seule fois en pleine mer. Son rôle se limite finalement à la reconnaissance depuis les rades portuaires et il est définitivement débarqué en mai 1941. Si des essais sont menés en 1938 pour le remplacer par une autogire, cela n'aboutira jamais. Ce titan des mers est propulsé en surface par 2 moteurs diesel Sulzer développant ensemble 7200 chevaux. Lui donnant une vitesse de 18 à 19 nœuds pour une autonomie de 10 000 nautiques à 10 nœuds ou 7800 nautiques à 13 nœuds. En plongée, 2 moteurs électriques totalisant 3400 chevaux prennent le relais. Ils permettent une vitesse de 8,5 à 9 nœuds pour une autonomie de 70 nautiques à 7 nœuds ou 60 à 5 nœuds. Il a besoin d'une profondeur minimale de 25 mètres pour plonger. Sa profondeur de sécurité est de 80 mètres avec une profondeur maximale autorisée à 110 mètres. Sa profondeur de déformation est estimée à 178 mètres et celle d'écrasement à 490 mètres. Au vu de sa taille et de ses équipements, il possède évidemment un équipage important. 119 hommes en temps de paix avec des vivres pour 90 jours de mer. En temps de guerre, l'équipage monte à environ 130 hommes, réduisant l'autonomie à 60 jours, sans compter les 40 prisonniers ou naufragés qu'il peut théoriquement héberger. À titre de comparaison, les gâteaux américains avaient 60 hommes d'équipage et les U-boats type 7 seulement 52. La construction et la mise au point du Surcouf furent particulièrement longues et laborieuses. Ce n'est pas un hasard si presque toutes les grandes marines, après avoir étudié ce type d'engin à la sortie de la Première Guerre mondiale, avaient fini par y renoncer devant la complexité et le coût. Si, en juillet 1923, un projet de loi prévoit la construction d'ici 1930 de 4 croiseurs sous-marins de type Q5, lorsque le ministère de la Marine valide le projet en 1926, il n'en reste déjà plus que 3. La quille du premier, qui doit servir de prototype, est posée le 3 octobre 1927 au chantier naval de Cherbourg. La construction se fait dans une grande discrétion, afin de ne pas attirer l'attention des autres puissances, particulièrement les Britanniques. C'est tout aussi discrètement que celui qui porte désormais le nom de Surcouf est mis à l'eau le 18 novembre 1929. Mais à peine à l'eau et encore très loin d'être terminé, il s'attire les foudres des Britanniques.
Il faut dire que l'appelé du nom du corsaire Robert Surcouf qui mena la vie dure au navire britannique dans l'océan Indien n'était peut-être pas le meilleur moyen d'apaiser les tensions. On attribue à Surcouf cette célèbre réplique. Lorsqu'un officier britannique lui aurait lancé « Vous, Français, vous vous battez pour l'argent, tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur », Surcouf aurait répondu « Chacun se bat pour ce qui lui manque ». Lors de la conférence navale de Londres en 1930, les Britanniques tentent une nouvelle fois de faire abolir les sous-marins. Ils n'y parviennent pas, mais des restrictions sont adoptées. Il est désormais interdit de construire des sous-marins de plus de 2000 tonnes de déplacement standard, même si chaque signataire peut en avoir 3 de 2800 tonnes. De plus, leur artillerie est limitée à 155 mm. Seule exception, le Surcouf déjà construit. Il échappe donc de peu au démantèlement avant même d'être terminé. Mis à l'eau en novembre 1929, il faudra pourtant encore de longues années pour l'achever. Utilisant des équipements et pièces uniques, les retards de livraison sont nombreux. Par exemple, si la tourelle est livrée en avril 1930, les canons n'arriveront qu'en novembre. Les essais du Surcouf débutent finalement le 15 août 1930 et dureront près de 4 ans. Entre les parades et les essais en mer, il effectue de réguliers passages en cale pour des modifications. Les problèmes récurrents concernent principalement l'étanchéité de la tourelle et la motorisation. Les moteurs électriques doivent d'ailleurs être remplacés dès octobre 1932. Ces difficultés, combinées à une facture qui s'envole à 87 millions de francs, soit le double que prévu, mettent définitivement fin à la construction de croiseurs sous-marins français. Le Surcouf restera ainsi le seul. Il entre alors officiellement en service actif en mai 1934, bien que de nombreux problèmes persistent malgré 19 passages en cale sèche en 4 ans. Il n'a d'ailleurs toujours pas son hydravion. Il reçoit enfin son MB411 en 1935, puis part aux Caraïbes en septembre pour des essais. Fin novembre, il est aux Antilles où le Besson effectue un vol de démonstration en décollant en pleine mer, et ce sera la seule fois. Le Surcouf revient à Brest en septembre 1936 pour une refonte. Son massif trop bas est relevé et intègre enfin une véritable passerelle de veille et de navigation. Il reçoit également un équipement radio moderne, tandis que les pylônes d'antennes rabattables devenus obsolètes sont débarqués. La refonte dure 1 an et il revient en service en septembre 1937. De mai à juillet 1938, il croise dans les Antilles et au large de l'Afrique. On teste également un autogire pour remplacer le Besson, mais l'idée n'aboutit pas. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, le Surcouf se trouve à Dakar et revient d'un long déploiement de 6 mois entre les Antilles et l'Afrique. Malgré un État qui réclame une remise en condition sérieuse, il est immédiatement envoyé escorter des convois vers l'Angleterre. Un rôle assez paradoxal pour un croiseur sous-marin censé justement attaquer des convois. Il passe ainsi à nouveau 6 mois entre les Antilles et le golfe de Guinée, avant de pouvoir enfin regagner Brest en mars 1940 pour un carénage devenu indispensable. Mais la situation militaire se dégrade rapidement. Mi-juin, alors que le Surcouf attend toujours ses nouveaux diesels, les Allemands se sont déjà fortement enfoncés en France. Paris tombe le 14 juin. À partir du 15 juin, ouvriers et équipages travaillent sans relâche pour remettre tant bien que mal les anciens diesels en état et embarquer tout ce qui peut l'être. Le 18, l'ordre est donné d'évacuer vers l'Afrique. Les navires incapables de prendre la mer doivent être sabordés. Le commandant du Surcouf, le capitaine de frégate Martin, tente tout pour sauver son bâtiment. À la nuit tombée, l'un des diesels est enfin relancé. Le Surcouf est le dernier sous-marin à quitter Brest. Son moteur le lâche avant même d'avoir quitté la rade. Il ne reste alors que 2 choix. Se saborder ou rejoindre l'Angleterre, seule destination qu'il peut atteindre avec ses seuls moteurs électriques. Il prend alors la direction de Plymouth, à 4 nœuds. Incapable de plonger, il est totalement à la merci des U-boats et de l'aviation allemande. À 14h, un diesel est finalement remis en marche. Mais au même moment, un message ordonne à tous les navires de retourner en métropole. Martin doute de son authenticité et poursuit sa route vers Plymouth, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une confiance des plus limitées envers les Britanniques, si bien qu'il se tient prêt à se saborder en cas de mauvais coup de leur part. Et finalement, il entre sans problème dans le port dans la nuit du 20, après un périple de 32 heures. Le même jour, Brest est capturé par les Allemands, et 2 jours plus tard, la France signe l'armistice.
La France de Vichy étant officiellement neutre, les termes de l'armistice prévoient que la flotte française reste confinée dans ses ports. Si la marine française n'a pas eu l'occasion de briller, elle est encore la 4e plus puissante au monde et la 2e d'Europe, derrière la Royal Navy. Les Britanniques craignent par-dessus tout que les Allemands finissent par s'en emparer. Si cela devait arriver, ils se retrouveraient seuls face aux flottes allemandes et italiennes renforcées par les navires français capturés. Rappelons qu'à ce moment-là, les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Pour éviter ce scénario, le Premier ministre britannique Winston Churchill lance l'opération Catapulte dans la nuit du 2 juillet 1940. Le 3 juillet à 4 heures du matin, le même jour que le drame de Mer el-Kébir, le Surcouf est capturé par un commando britannique. L'opération fait 1 mort parmi l'équipage et 3 côté britannique. Marqué par cette action, le capitaine Martin et la quasi-totalité de l'équipage refusent de collaborer avec les Britanniques et retournent en France. Seuls 14 rejoignent les forces navales françaises libres du général de Gaulle. Si le Surcouf est intégré au FNFL en septembre, comme on l'a vu, il était déjà en bien mauvais état avant même son départ précipité de Brest. Ne pouvant compter que sur les pièces emportées lors de sa fuite, manquant d'hommes et du soutien britannique, sa remise en état sera longue et difficile. Il est officiellement réarmé fin août 1940, mais reste encore loin d'être pleinement opérationnel. Et même s'il l'avait été, les FNFL n'ont de toute façon pas assez de sous-mariniers. En effet, en juin 1940, l'ensemble de la marine française libre compte à peine 400 hommes. L'opération Catapulte n'a clairement pas aidé. En décembre, un équipage d'environ 100 hommes est reconstitué, ce qui permet de commencer les entraînements entre diverses avaries et incidents. Le 5 décembre, il reçoit la visite du général de Gaulle et de l'amiral Muselier. Enfin de nouveau opérationnel, il passe le début de l'année 1941 à escorter des convois. En avril, il subit un raid aérien allemand à Devonport, mais n'est que légèrement endommagé. Le 10 mai 1941, avec un équipage enfin complet, il part patrouiller dans l'Atlantique entre les Bermudes et les Açores à la recherche d'éventuels raiders américains. En juillet, il entre en carénage pour 3 mois au chantier naval de Portsmouth aux États-Unis, puis retourne patrouiller dans les Bermudes. En novembre 1941, De Gaulle s'accorde avec les Britanniques et les Canadiens pour prendre le contrôle de l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Si l'opération est surtout symbolique, elle n'est pas dépourvue d'intérêt stratégique, l'archipel disposant d'un puissant émetteur radio et d'un câble transatlantique. Une petite flotte de la France libre, composée du Surcouf et de 3 corvettes, se met alors en route. Mais pendant le trajet survient l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et l'entrée en guerre des États-Unis. Les Américains qui veulent éviter de provoquer Vichy demandent le report de l'opération. De Gaulle refuse, soupçonnant Washington de vouloir prendre lui-même le contrôle de l'archipel. Le débarquement a lieu le matin du 24 décembre 1941. L'opération se déroule sans heurts et 2 jours plus tard, l'archipel rallie la France libre. Après cela, il est décidé que le Surcouf, au vu de ses capacités, serait bien plus utile dans le Pacifique. Le 15 janvier 1942, il est à Halifax au Canada pour préparer sa traversée qui doit le mener en Australie via le canal de Panama et Tahiti. Il part le 2 février et le 17, il est à 340 milles nautiques au nord de Panama. Attendu le 19 à l'entrée du canal, on ne le revit jamais. Il existe 2 grandes théories pour expliquer sa disparition. On sait que dans la nuit du 18 février, le Surcouf naviguait en surface pour recharger ses batteries, feu éteint en raison de la menace des U-boats qui opèrent alors au large des côtes américaines. La nuit est noire, la mer houleuse, la visibilité faible. Rappelons que le Surcouf n'a pas de radar. C'est là qu'il aurait été accidentellement éperonné par le cargo américain Thomson Lakes, qui naviguait lui aussi feu éteint au même moment dans le secteur. Le cargo reste sur zone jusqu'au matin pour tenter d'identifier ce qui l'a heurté et chercher d'éventuels survivants, sans résultat. Son équipage est alors persuadé d'avoir percuté un U-boat. L'armée américaine relie immédiatement cet incident à la disparition du Surcouf. Les Américains attribueront toujours officiellement sa perte à une collision avec le Thomson Lakes, tout en refusant toute commission d'enquête franco-américaine. Pourtant, une commission française est arrivée à une conclusion différente. Un rapport de l'US Navy souligne que les dégâts observés sur la proue du cargo semblent trop faibles pour avoir coulé instantanément un submersible de cette taille. De plus, un groupe de bombardiers américains a signalé avoir coulé un grand sous-marin dans cette zone le matin du 19 février.
Pourtant, ni les Allemands ni les Japonais n'ont enregistré la perte d'un sous-marin dans le secteur ce mois-là. L'épave du Surcouf n'ayant jamais été retrouvée et reposant potentiellement à plus de 3000 mètres de profondeur, la cause exacte de sa disparition restera probablement à jamais incertaine. Le Surcouf fut un navire impressionnant par ses dimensions, ses canons de 203 mm en tourelle, sa capacité à utiliser un hydravion et son autonomie. Un navire absolument unique et qui le restera. Très ambitieux et innovant, probablement trop pour son temps, il ne sera finalement jamais totalement au point, et les contraintes budgétaires feront que la marine française ne construira jamais plus de croiseurs sous-marins après lui. Si l'histoire ne lui laissa pas l'occasion de briller par ses faits d'armes, il n'affrontera jamais le moindre navire malgré ses nombreuses missions, il conserve malgré tout une place à part dans l'histoire navale française. En sa mémoire et celle des 130 marins disparus avec lui, un monument est érigé à Cherbourg depuis 1951. Après avoir parlé de ce mastodonte des mers, pourquoi ne pas prendre la barre vous-même ? Cette vidéo est sponsorisée par World of Warship. Si vous voulez essayer le jeu gratuitement, vous pouvez passer par le lien en commentaire pour débloquer des récompenses de départ.